Camille Dufour descendit du train en fin d'après-midi, alors que la lumière hivernale teintait les rues de Lyon d'un gris pâle. Ses pas étaient calmes, presque feutrés, tandis qu'elle tirait derrière elle une vieille valise en toile, usée par le temps et les voyages. Sa tenue était simple, un manteau en laine beige, des bottines foncées et une écharpe nouée sans prétention. Elle n'attirait pas les regards. Rien dans son apparence ne laissait deviner qu'elle était l'unique héritière d'un empire hôtelier bâti par son grand-père, Étienne Dufour. Elle s'arrêta devant la façade du hôtel Bellevue, un établissement discret niché à l'angle de 2 rues paisibles du quartier des Brotteaux. C'était ici que tout avait commencé. Et aujourd'hui, elle revenait non comme une Dufour, mais comme une simple cliente. Le hall d'entrée sentait le mobilier ancien, ciré à la hâte. Une réception en bois sombre dominait la pièce, derrière laquelle un homme d'âge moyen pianotait sur un clavier d'ordinateur sans lever les yeux. Camille s'approcha doucement du comptoir. « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Camille Dufour », dit-elle d'une voix posée. L'homme, Arnaud Meunier, leva brièvement les yeux, jeta un coup d'œil rapide à son écran, puis répondit sans chaleur. « Chambre 111, 2e étage, au fond du couloir. Petit déjeuner de 7 à 10 heures. Voici la clé. » Il tendit la carte magnétique d'un geste mécanique, sans sourire, sans regard. Pas un mot de bienvenue, pas un effort de courtoisie. Camille prit la clé sans broncher, observa son visage fermé. Elle avait reconnu son nom sur les documents du groupe hôtelier quelques semaines plus tôt. Arnaud Meunier, directeur par intérim depuis 2 ans, nommé peu après la mort de son grand-père. Elle ne s'annonça pas. Pas encore. Le couloir menant à sa chambre était étroit, mal éclairé. Une moquette terne étouffait ses pas. La chambre elle-même était petite, coincée à l'arrière du bâtiment, avec vue sur une ruelle bruyante. Les murs étaient décorés de reproductions sans goût et la fenêtre laissait passer le froid. Camille déposa sa valise près du lit, s'assit quelques instants, puis se leva pour examiner chaque détail. Pas pour se plaindre, pour comprendre. Elle était venue voir de ses propres yeux ce qu'était devenu le fruit du travail de toute une vie. Le silence de la chambre résonnait plus fort que le vacarme extérieur. Elle n'en montrait rien, mais au fond, chaque geste indifférent, chaque regard fuyant confirmait ce qu'elle redoutait. Le Bellevue avait perdu son âme. Elle descendit plus tard pour dîner au restaurant de l'hôtel, un espace rénové à la hâte, où l'élégance avait été troquée contre un minimalisme impersonnel. Les quelques clients présents parlaient à voix basse. Camille prit place à une table près de la fenêtre. Une serveuse jeune au visage fatigué prit sa commande sans un mot de trop. Aucun sourire, aucun intérêt. On aurait dit que la présence de Camille dérangeait. À la réception, Arnaud jetait de temps en temps un regard vers la salle. Il semblait presque irrité qu'elle soit encore là. À un moment, il se pencha vers un collègue et murmura assez fort pour être entendu. « Elle a vraiment la tête de quelqu'un qui s'est trompé d'adresse. » Le ton était ironique, presque moqueur. Camille ne réagit pas. Elle resta droite, calme, les yeux perdus dans le fond de son assiette, comme si rien n'avait été dit. Mais elle avait entendu, et elle retenait. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle remontait vers sa chambre, elle s'arrêta un instant dans le hall. Une vieille photographie accrochée au mur attira son regard, un cliché en noir et blanc de l'inauguration de l'hôtel, des décennies plus tôt. Au centre, Étienne Dufour, souriant, entouré de son équipe. Camille fixa l'image, immobile. Derrière elle, Arnaud passa et s'arrêta brièvement. « Le bon vieux temps, avant que ce lieu devienne un abri pour n'importe qui », dit-il avec un rire sec. Camille ne tourna même pas la tête, mais ses traits se durcirent imperceptiblement. Elle savait désormais que ce voyage ne serait pas seulement une visite, il serait un tournant. Elle gravit les escaliers lentement, comme pour se donner le temps de réfléchir. Elle n'avait pas encore montré qui elle était. Mais bientôt, très bientôt, le silence ferait place à sa voix. Et personne, surtout pas Arnaud Meunier, ne pourrait prétendre ne pas l'avoir entendue. Dès le lendemain matin, Camille descendit au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner. La salle, pourtant baignée de lumière grâce à une grande baie vitrée, dégageait une atmosphère froide et désincarnée. Le mobilier impersonnel, les couleurs ternes, tout semblait avoir été pensé pour réduire les échanges humains au strict minimum. Elle prit place à une table vide, sans attendre qu'on l'y accompagne. Une jeune serveuse au geste mécanique s'approcha sans même la regarder et déposa devant elle un plateau standardisé, sans poser de questions, sans même adresser un bonjour audible. Camille observa la pièce avec attention.
Il y avait une dizaine de clients, tous plongés dans leur téléphone ou dans un silence morne, comme si le lieu décourageait toute interaction. À une autre époque, cette salle bourdonnait de discussions, de rires feutrés, de bruits de couverts animés par l'envie de partager un moment agréable. Aujourd'hui, tout semblait chronométré, robotisé, vidé de toute chaleur. Elle se contenta de boire un café tiède en silence, observant du coin de l'œil le personnel aller et venir, souvent nerveux, visiblement surchargé. Un homme en costume passa non loin de sa table. C'était Arnaud Meunier. Il jeta un coup d'œil rapide vers elle, puis détourna aussitôt les yeux, comme si sa simple présence le dérangeait. Il s'arrêta ensuite près d'un serveur plus jeune, à qui il murmura quelque chose en ricanant. Camille, trop loin pour entendre distinctement, perçut tout de même son nom glisser entre deux moqueries. Le serveur acquiesça avec un demi-sourire gêné, puis s'éloigna précipitamment, les yeux fixés au sol. Après le petit déjeuner, Camille décida de faire un tour dans les espaces communs de l'hôtel. Elle traversa le salon principal, désormais transformé en un coin d'attente sans âme, équipé de fauteuils synthétiques et de plantes artificielles. Elle s'assit quelques minutes près d'un lampadaire en fer noirci qui contrastait étrangement avec le style originel du bâtiment. Le bruit de ses pensées fut interrompu par deux employés qui parlaient à voix basse derrière un paravent. Elle reconnut l'un des deux. C'était l'assistant d'Arnaud, un certain Thomas. L'autre, une réceptionniste, hochait la tête nerveusement. « Elle est revenue se plaindre du bruit dans sa chambre », disait Thomas. Arnaud lui a fait comprendre qu'ici, on ne déplace pas les clients discount. Sérieusement? Il lui a dit ça comme ça? Presque mot pour mot, il dit qu'elle n'a qu'à aller dans un Ibis si elle veut du calme pas cher. Camille resta immobile, le regard fixe. Elle n'était pas surprise. Pas vraiment. Elle ne cherchait pas à être reconnue ou traitée comme une privilégiée. Mais ce qu'elle observait ici n'était pas de la simple négligence. C'était une culture d'arrogance, de mépris systématique, nourrie par une hiérarchie sans respect ni mémoire. Elle se leva doucement, traversa le salon en silence et regagna sa chambre. En chemin, elle croisa Arnaud près de l'ascenseur. Il l'ignora ostensiblement, mais au dernier moment, se tourna vers elle avec un sourire pincé. « Tout va bien, Madame Dufour? Votre chambre est conforme à vos attentes ?» Elle le regarda quelques secondes avant de répondre. « Elle est parfaite, Monsieur Meunier. Merci de votre sollicitude. » Il haussa un sourcil, surpris par sa réponse calme, presque ironique. Puis, sans ajouter un mot, il tourna les talons. Camille resta un moment devant les portes fermées de l'ascenseur, inspirant lentement. Elle avait tout noté. Les regards, les mots, les silences lourds de jugement. Ce mépris à peine dissimulé. Mais elle ne réagirait pas encore. L'observation à ce stade était plus précieuse que la confrontation. Dans l'après-midi, elle s'installa dans le petit salon du rez-de-chaussée avec un carnet à couverture de cuir. Elle feuilletait distraitement un guide touristique de la ville, mais notait en parallèle tout ce qu'elle avait vu. L'état du mobilier, la qualité du service, les attitudes du personnel, les écarts entre ce que l'hôtel promettait sur son site et la réalité vécue. Personne ne vint lui proposer un café. Personne ne lui demanda si elle avait besoin d'aide. Elle était invisible, et c'était exactement ce qu'elle voulait. En fin de journée, elle retourna brièvement au restaurant pour le dîner. La scène fut une répétition glaciale de la matinée. Un autre serveur, tout aussi indifférent, lui tendit une carte restreinte et revint avec un plat tiède sans dire un mot. En sortant, elle croisa à nouveau Arnaud, accoudé au comptoir du bar, une coupe à la main. Il discuta avec deux hommes en costume, visiblement des clients réguliers ou partenaires. En la voyant passer, il lança à voix haute « On voit de tout ici, même des clientes silencieuses comme des ombres. Vous avez remarqué? On dirait qu'elle attend que quelque chose lui tombe du ciel. » Les deux hommes ricanèrent. Camille ne s'arrêta pas. Elle ne se retourna pas. Mais cette fois, un frisson de tension monta dans son dos. Non pas de colère, mais de lucidité. Ce n'était pas simplement un manque de professionnalisme. Arnaud Meunier cultivait une forme de pouvoir fondée sur la domination mesquine, sur l'humiliation subtile, sur l'assurance que personne n'oserait le contredire. Il se croyait intouchable, conforté dans son rôle par une direction absente, des employés intimidés, des clients silencieux. Camille, elle, n'avait pas besoin d'élever la voix. Pas encore. Son silence était une stratégie. Chaque seconde passée ici lui apportait des preuves concrètes, des éléments précis, des noms, des comportements, des habitudes révélatrices. Le puzzle prenait forme,
pièce après pièce, et bientôt, elle aurait tout ce qu'il lui fallait. De retour dans sa chambre, elle s'assit à son bureau et ouvrit à nouveau son carnet. À la page du jour, elle ajouta une phrase, la première écrite sans description, sans constatation. Il ne sait pas encore à qui il parle, mais il va bientôt le découvrir. Puis elle ferma le carnet et resta un moment immobile, regardant par la fenêtre l'éclairage jaune des lampadaires se refléter sur la chaussée mouillée. Demain, elle parlerait à quelqu'un d'autre, pas à Arnaud, pas encore. Elle avait besoin d'une voix différente, d'un témoin ancien, de ceux qui avaient connu l'hôtel sous la direction d'Étienne Dufour, une mémoire vivante. Elle savait où chercher, et elle était prête. Le lendemain matin, Camille descendit plus tôt que d'habitude. La lumière grise filtrait à peine à travers les grandes vitres du hall, et les premières heures de la journée donnaient à l'hôtel une ambiance suspendue, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Elle n'avait pas bien dormi. Le bruit de la ruelle s'était mêlé au poids des réflexions de la veille. Son carnet était déjà rempli de remarques, de dates, de mots échappés, mais il lui manquait encore une pièce essentielle, le souvenir, le vrai, celui que l'on n'écrit pas dans les bilans, mais que l'on ressent dans la manière de traiter un invité ou dans les gestes simples du quotidien. Elle voulait retrouver le fil coupé de la mémoire Dufour. Elle décida de flâner dans les couloirs, d'observer les moindres recoins que l'on ne montrait jamais aux clients, ces endroits que son grand-père avait jadis parcourus chaque jour. Près de l'escalier de service, elle aperçut une porte entr'ouverte menant à une petite salle de repos. À l'intérieur, une femme d'un certain âge, en blouse blanche, pliait des serviettes sur une table basse. Elle portait ses cheveux attachés en un chignon simple et ses gestes étaient précis, presque rituels. Camille s'approcha doucement. « Bonjour, dit-elle. Je m'appelle Camille. Je suis cliente ici. » La femme leva les yeux, sourit poliment, un peu surprise par ce contact inhabituel. « Mireille, je travaille ici depuis longtemps, » répondit-elle avec un accent lyonnais adouci par l'âge. Camille, d'un ton égal, engagea la conversation. Elle n'osa pas encore se présenter pleinement. Au fil de l'échange, Mireille, doucement, s'ouvrit. Elle parlait avec retenue, mais chaque mot portait le poids d'une époque révolue. Elle évoqua les années de construction, les décisions prises par Étienne Dufour, les fêtes de fin d'année organisées pour les employés, le sens du détail qu'il exigeait, mais aussi la bienveillance dont il faisait preuve envers le personnel. C'était un homme de principe. Il connaissait nos prénoms, il s'arrêtait pour demander si nos enfants allaient en bien. Et surtout, il savait écouter, même les plus silencieux. Camille écoutait sans interrompre, prise par une émotion discrète mais constante. Elle posa ensuite une question plus directe. « Et maintenant, comment avez-vous vécu les changements récents ?» Mireille baissa les yeux, hésita, puis d'une voix plus basse, elle répondit « Depuis son départ, tout a changé. Le personnel a commencé à tourner. Les anciens ont été poussés dehors, peu à peu. Les jeunes ne restent pas. Arnaud, lui, veut des chiffres, pas des gens. Il ne respecte rien. Et il travaille avec des entreprises extérieures qui facturent tout le double. Il y a même un contrat pour le nettoyage qui vient d'être signé avec une société étrange. Ils sont 3 fois plus chers que les anciens fournisseurs. » Camille ne prit aucune note cette fois. Elle voulait que l'échange reste humain, mais chaque mot de Mireille s'imprimait dans sa mémoire avec une précision chirurgicale. Elle comprenait maintenant que la dérive du Bellevue n'était pas une simple négligence, mais un démantèlement systématique. Et Arnaud, derrière son ton supérieur et son mépris affiché, avait tissé un réseau opaque de contrats avantageux pour ses proches. Elle remercia Mireille et promit de repasser. Il lui restait encore une chose à faire avant la fin de la journée. Elle se souvenait d'une photographie accrochée dans le hall, celle qu'elle avait vue à son arrivée. Une image ancienne où Étienne Dufour, jeune homme déterminé, posait au centre d'un groupe de collaborateurs souriants. Ce cliché datait de l'inauguration du Bellevue, plusieurs décennies plus tôt. Elle s'en approcha à nouveau, cette fois avec plus d'attention. Le cadre était ancien, doré, un peu terni par le temps. Les noms en dessous étaient presque illisibles. Elle reconnut néanmoins 2 visages, son grand-père bien sûr, et à sa gauche, Mireille, plus jeune, mais indubitablement elle. Alors qu'elle contemplait l'image, une voix surgit derrière elle, pleine de sarcasme. La nostalgie, hein? Les clients adorent s'imaginer dans un roman à l'ancienne. C'était Arnaud. Il s'était approché sans bruit, une main dans la poche, l'autre tenant un dossier.
Cette photo devrait probablement être retirée. Ce n'est plus vraiment l'image que nous voulons donner. Trop datée, trop familiale. On essaie d'attirer une clientèle plus moderne, plus dynamique. » Camille tourna légèrement la tête, juste assez pour croiser son regard. Pourtant, c'est cette image qui a fait la réputation de l'hôtel. Ce n'est pas juste une décoration, c'est un témoignage. Arnaud haussa les épaules, comme si les mots ne l'atteignaient pas. Le témoignage d'un autre temps. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le rendement, la productivité, la rotation. L'attachement à des traditions vieillissantes, c'est bon pour les musées. Camille ne répondit pas. Elle savait que chaque échange avec lui servait de miroir à son orgueil. Et elle n'était pas là pour discuter, mais pour comprendre jusqu'où il avait poussé le mépris des fondations mêmes de ce lieu. En remontant dans sa chambre, elle croisa Luc, un jeune réceptionniste qui lui avait adressé quelques regards discrets les jours précédents. Cette fois, il s'arrêta brièvement, comme s'il hésitait à parler. « Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas », murmura-t-il presque timidement. « Merci, Luc », répondit-elle, le surprenant par le fait qu'elle connaissait son prénom. Il rougit légèrement et s'éloigna. Ce simple échange confirmait à Camille que tout n'était pas encore totalement corrompu ici. Il restait des failles dans la carapace érigée par Arnaud, des failles humaines, sensibles, réceptives, et ce serait par elles que le changement pourrait s'infiltrer. Dans sa chambre, elle s'assit sur le lit et ouvrit son ordinateur. En tant qu'actionnaire majoritaire du groupe, elle disposait encore d'un accès restreint à certaines bases de données internes. Elle avait jusqu'ici évité d'y plonger pour ne pas précipiter les choses, mais l'heure était venue de savoir ce que les chiffres cachaient. Les comptes du Bellevue, les dépenses récentes, les contrats signés, tout était là. Et très vite, elle repéra des anomalies, des paiements récurrents à une entreprise appelée NetStruct Services, inconnue du réseau habituel. En quelques clics, elle traça le nom du gérant, Damien Meunier, le frère d'Arnaud. L'étau se resserrait, et les preuves commençaient à s'aligner. Camille referma l'ordinateur avec lenteur. Elle n'éprouvait ni colère ni hâte, juste une concentration croissante. Le nom Dufour avait été effacé des documents officiels, retiré de la signalétique interne, gommé des uniformes du personnel. Mais il restait là, inscrit dans la mémoire des murs, dans les gestes de Mireille, dans l'accueil timide de Luc et surtout dans la volonté de Camille de le restaurer. Le passé n'était pas mort, il avait simplement été recouvert de silence. Et ce silence, elle s'apprêtait à le rompre. Le bruit incessant de la circulation dans la ruelle derrière l'hôtel n'avait laissé à Camille que quelques heures de sommeil léger. Le moteur d'un camion de livraison, les pas précipités des passants, le grincement régulier d'un volet métallique qui se refermait et s'ouvrait à intervalles irréguliers, tout contribuait à rendre son repos instable. Lorsqu'elle se leva ce matin-là, les cernes sous ses yeux traduisaient la fatigue, mais sa démarche restait droite, déterminée, presque solennelle. Elle avait décidé de faire un test. Pas un caprice ni un prétexte pour se plaindre, mais un simple geste de cliente, demander un changement de chambre. À la réception, Luc n'était pas encore en poste. C'était Arnaud lui-même qui se tenait derrière le comptoir, ajustant une pile de documents. Il leva les yeux en la voyant approcher sans un mot d'accueil. Camille, toujours polie, s'adressa à lui d'un ton neutre. « Bonjour, monsieur Meunier. Je me permets de vous voir car j'aimerais, si possible, changer de chambre. Le bruit provenant de la rue m'a tenu éveillé une bonne partie de la nuit. Peut-être y aurait-il une chambre plus calme disponible. » Arnaud leva un sourcil, puis consulta rapidement son écran. Il tapa quelques touches sans grande conviction, puis referma brutalement la fenêtre avant de répondre. Le Bellevue est complet. Toutes les chambres calmes sont déjà attribuées. Et puis entre nous, ce genre de demande est prioritaire pour les clients premium. Il s'arrêta une seconde, comme pour jauger sa réaction, puis poursuivit, le ton sec, presque désagréable. « Vous avez réservé par une plateforme de réduction, non ? Ce genre de réservation donne accès aux chambres basiques, à l'arrière. C'est clairement indiqué sur les conditions de vente. » Camille resta silencieuse quelques secondes. Ce n'était pas la réponse qui la surprenait, mais la manière. Le ton tranchant, le refus catégorique et surtout la condescendance non dissimulée. Elle respira lentement avant de répondre, toujours posément. « Je comprends. Merci tout de même pour avoir vérifié. » Sans un mot de plus, elle tourna les talons et regagna le couloir. Derrière elle, elle entendit le bruit sec des papiers que l'on range,
puis une bribe de conversation entre Arnaud et une employée qui venait d'arriver. Encore une qui pense que la politesse donne droit à un surclassement. Le commentaire n'était pas destiné à être entendu, mais Camille enregistra chaque mot. C'était sa manière de faire. Observer, noter, se souvenir. La scène, en apparence banale, s'inscrivait comme une première humiliation officielle. Une tentative de la mettre à sa place, de lui rappeler qu'ici, dans cet hôtel qui portait encore les traces de son nom, elle n'était qu'une cliente sans importance. De retour dans sa chambre, elle s'assit près de la fenêtre et observa la rue en contrebas. Une benne à ordures venait d'être placée juste en face, et un employé municipal ramassait des cartons détrempés. L'odeur de plastique brûlé flottait dans l'air. Elle ferma la fenêtre et se détourna. Dans le silence de la pièce, elle sentit la tension monter en elle. Non pas comme une colère soudaine, mais comme une certitude grandissante. Cette gestion froide, cette manière de trier les clients par leurs valeurs marchandes, cette hiérarchie interne fondée sur le mépris, tout cela était incompatible avec la vision fondatrice du groupe. Elle prit son carnet, ajouta quelques lignes, puis se leva. Ce qu'elle venait de vivre n'était qu'un exemple parmi d'autres. Il fallait désormais comprendre comment cette culture de l'indifférence s'était installée si profondément. Et pour cela, elle devait retourner vers ceux qui subissaient cette transformation au quotidien, le personnel. Pas ceux qui faisaient partie de la direction, mais ceux qui voyaient l'envers du décor, ceux qui étaient témoins de chaque changement, souvent en silence. Elle retourna discrètement dans l'arrière-cour de l'hôtel, là où les employés prenaient leur pause. Elle y trouva Mireille, assise sur un banc métallique, en train de boire un café dans un gobelet en carton. Cette fois, Camille s'assit à côté d'elle sans détour. « Je me suis permis de revenir. J'ai eu un échange un peu particulier avec Arnaud ce matin. » Mireille hocha lentement la tête, comme si elle n'était pas surprise. Il n'a jamais eu le sens de l'écoute. Pour lui, les clients sont des chiffres, et le personnel, des rouages qu'on remplace dès qu'ils grincent un peu trop fort. Camille inclina légèrement la tête, l'encourageant à continuer. Mireille baissa la voix, regarda autour d'elle, puis reprit. Il a commencé par réduire les temps de pause, puis les remplacements des congés ont été supprimés. Les heures supplémentaires ne sont plus payées, mais on nous demande quand même de rester plus tard. Et ceux qui posent trop de questions finissent par recevoir une lettre de réorganisation. Camille écoutait en silence, notant mentalement chaque mot. Elle n'avait pas besoin de preuves écrites à cet instant. Les témoignages comme celui-ci étaient plus précieux encore, parce qu'ils montraient l'effet humain des choix de gestion. Et les nouveaux contrats, vous savez à qui ils profitent vraiment ? Continua Mireille. Il y a des sociétés que personne ne connaît, mais qui passent en priorité pour les commandes, l'entretien, même la blanchisserie. Les factures ont triplé, mais Arnaud dit que c'est normal, que c'est le prix de la modernisation. Camille fronça légèrement les sourcils. Elle savait déjà que quelque chose de louche se tramait derrière les noms des sous-traitants, mais elle n'avait pas encore la preuve de leur origine. Ces mots confirmaient ses soupçons. Mireille termina son café, écrasa le gobelet vide et ajouta dans un souffle « On ne dit rien parce qu'on a peur, mais beaucoup ici savent que ce n'est pas net. Depuis qu'il est là, l'hôtel a perdu ce qu'il avait de plus précieux, son âme. » Camille la remercia, puis resta un moment seule dans la cour, les mains dans les poches de son manteau. Le vent froid lui mordait la peau, mais elle ne bougea pas. Cette journée, pourtant si banale en apparence, marquait un tournant décisif. La première humiliation volontairement infligée ne l'avait pas blessée, mais réveillée. Arnaud avait franchi une ligne, croyant imposer sa supériorité à une cliente lambda. Il ne savait pas encore qu'en refusant un simple changement de chambre, il avait déclenché bien plus qu'un mécontentement passager. Il avait activé un mécanisme plus grand, plus discret et beaucoup plus dangereux pour lui, celui de la justice silencieuse, patiente, mais implacable de Camille Dufour. Le lendemain de cette humiliation silencieuse, Camille prit la décision de ne plus se contenter d'observer. Il était temps d'entrer plus profondément dans les rouages du Bellevue, de déchiffrer les décisions prises depuis la mort de son grand-père et de comprendre jusqu'à quel point l'identité de l'établissement avait été corrompue. Elle savait qu'elle ne pourrait pas compter sur les discours officiels ni sur les rapports aseptisés. Ce qu'elle cherchait se trouvait dans les marges, dans les voix étouffées, dans les silences pesants que les murs ne parvenaient pas à contenir. Ce jour-là, elle croisa Mireille dans les escaliers menant aux niveaux inférieurs.
L'odeur du linge propre se mêlait à celle des produits d'entretien et la lumière blafarde des néons dessinait des ombres nettes sur les murs en carrelage blanc. Mireille venait de terminer un long service et portait encore son uniforme froissé. Camille la salua d'un geste discret. « Est-ce que vous auriez quelques minutes ?» demanda-t-elle. Mireille hésita, regarda autour d'elle, puis hocha lentement la tête. Elles s'installèrent dans une petite pièce servant de vestiaire aux employés, exiguë mais relativement calme. Assise face à face, Camille attendit que Mireille prenne la parole d'elle-même. « Vous voulez comprendre, n'est-ce pas ?» dit-elle, les mains posées à plat sur ses genoux. « Vous n'êtes pas comme les autres clients. Je l'ai vu tout de suite. Vous observez, vous écoutez, comme le faisait Monsieur Dufour. » Camille ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de mots pour encourager la suite. Mireille reprit la voix plus basse. « Ce que je vais vous dire, je ne l'ai confié à personne, mais il faut que quelqu'un sache. » Elle raconta comment, peu après la disparition d'Étienne Dufour, les premières décisions étranges avaient commencé à tomber. Des postes supprimés sans justification, des départs brusques, des anciens collaborateurs qu'on avait priés de partir avec une formule polie, mais sans aucune reconnaissance. Ensuite vinrent les nouvelles entreprises prestataires. La blanchisserie, autrefois assurée par une société familiale de la région, avait été remplacée par un groupe inconnu, prétendument plus performant. Les prix avaient été multipliés par 2, puis par 3, sans que la qualité ne s'améliore. Idem pour les services de nettoyage, de sécurité et de maintenance. Tout cela passait par Arnaud, expliqua Mireille. C'est lui qui signait, lui qui validait. Il disait que c'était pour optimiser, pour rationaliser. Mais nous avons tous compris que quelque chose clochait. Ces entreprises, elles n'avaient même pas de bureau dans la région. Et certaines factures arrivaient avec des noms de sociétés qu'on n'avait jamais vues travailler ici. Camille serra discrètement les poings. Ce qu'elle entendait confirmait ce qu'elle redoutait. Mais Mireille n'avait pas terminé. Un jour, j'ai croisé un des nouveaux livreurs. Il venait déposer des fournitures pour la cuisine. En discutant un peu, il m'a dit qu'il ne travaillait pas directement pour la société indiquée sur les bons de commande, mais pour une autre, dont le nom m'a marqué DM Logistique. Ce nom ne lui était pas inconnu. Camille l'avait vu, quelques jours plus tôt, apparaître dans une colonne discrète des dépenses administratives. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait d'un simple sous-traitant. Mais entendu dans la bouche de Mireille, le sigle DM prenait une résonance plus précise. Damien Meunier, le frère d'Arnaud. Un lien qu'elle soupçonnait mais qui, maintenant, prenait corps. Elle remercia Mireille avec sincérité. Ces révélations étaient précieuses, non seulement pour leur contenu, mais parce qu'elles confirmaient que les dérives allaient bien au-delà de simples choix de gestion douteux. Il s'agissait d'un système, un mécanisme rodé, cynique, visant à détourner les ressources de l'hôtel au profit d'un réseau familial opaque. De retour dans sa chambre, Camille relut les notes qu'elle avait prises depuis son arrivée. Chaque information, chaque témoignage formait désormais une trame claire. Il y avait eu un glissement progressif, orchestré par Arnaud avec une froideur méthodique. La mémoire de son grand-père avait été effacée des espaces communs. Le nom Dufour n'apparaissait plus nulle part, ni sur les brochures, ni sur les courriels officiels, ni sur les panneaux d'orientation. À la place, on parlait simplement du « groupe Bellevue », un nom neutre, dépourvu d'histoire. Tout avait été fait pour gommer l'origine, pour présenter l'hôtel comme un produit sans racines. Camille décida alors de pousser plus loin ses investigations. Grâce à ses droits d'accès, elle consulta discrètement les archives du siège administratif. Dans les rapports trimestriels, elle identifia rapidement une série de contrats signés au cours des 18 derniers mois. Parmi eux, plusieurs portaient la même signature, celle d'Arnaud Meunier. Les sociétés bénéficiaires, toutes enregistrées dans des zones industrielles secondaires, appartenaient à un même groupe de holding, relié à un seul et même nom, Damien Meunier. Il n'y avait plus de doute possible. Les preuves étaient là, sous ses yeux, alignées noir sur blanc. Ce n'était pas seulement une mauvaise gestion. C'était un détournement organisé, méthodique, couvert par une structure de décision fermée, où aucun contrôle externe ne semblait avoir été exercé depuis la disparition du fondateur. À ce stade, Camille aurait pu envoyer ses documents à la direction du groupe. Elle aurait pu faire appel aux avocats, convoquer une réunion d'urgence, exiger une suspension immédiate. Mais elle n'en fit rien. Pas encore. Car ce qu'elle voulait,
Au-delà de la justice, c'était la compréhension. Elle voulait que tous ceux qui travaillaient encore ici et tous ceux qui avaient été poussés dehors sachent ce qui s'était réellement passé. Elle voulait que la vérité émerge non comme une décision tombée du sommet, mais comme un mouvement venu de l'intérieur. Elle imprima discrètement certains documents clés, les rangea dans une chemise rigide qu'elle cacha au fond de sa valise. Puis elle passa la soirée à rédiger un courrier non signé qu'elle prévoyait de faire circuler discrètement parmi les employés encore en poste. Une lettre simple, factuelle, énumérant les liens entre Arnaud et les sociétés contractuelles, les hausses de tarifs injustifiées, la disparition du nom Dufour et surtout l'effacement volontaire de tout ce que l'hôtel avait été. Quand elle eut fini, elle relut une dernière fois son texte. Aucun ton accusateur, aucun mot de vengeance. Juste une vérité brute posée là, offerte à ceux qui voudraient bien la lire. Puis elle éteignit la lumière et s'allongea sans se déshabiller. Ce soir-là, elle ne dormit pas mieux que les précédents. Mais ce n'était plus à cause du bruit extérieur. C'était l'agitation intérieure d'une femme qui avait vu la laideur dissimulée sous les dorures et qui se préparait à frapper là où personne ne l'attendait. Dès les premières heures du jour, Camille se dirigea vers le petit bureau administratif situé au fond du bâtiment, à côté de la salle de gestion du personnel. Ce local, oublié par la plupart des clients, n'était accessible qu'aux membres du personnel disposant d'un badge spécifique ou à ceux qui, comme elle, avaient à conserver un droit d'accès lié à leur position au sein du conseil d'administration du groupe hôtelier. En tant qu'actionnaire majoritaire, elle possédait un ancien code d'identification qui, bien que désactivé sur certaines plateformes centrales, restait actif sur plusieurs terminaux internes. Elle ne l'avait pas utilisé jusqu'à présent pour ne pas éveiller de soupçons. Mais l'accumulation de preuves et la gravité de ce qu'elle avait découvert lui imposaient une action plus directe. La pièce était modeste, garnie d'une moquette fatiguée et de quelques étagères métalliques pleines de classeurs. Un ordinateur au système obsolète trônait au centre d'un bureau en bois verni. Camille s'assit, prit une profonde inspiration et alluma l'appareil. Après quelques minutes de navigation prudente, elle accéda au fichier des archives contractuelles. Elle y retrouva les documents qu'elle avait consultés partiellement depuis sa chambre, mais cette fois dans leur version intégrale, avec annexes, cachets et signatures. Plusieurs éléments attirèrent immédiatement son attention. La société NetStruct Services, enregistrée officiellement comme prestataire de maintenance du bâtiment, apparaissait dans pas moins de 14 contrats distincts signés au cours des 2 dernières années. Chacune de ces ententes présentait des termes étonnamment favorables à l'entreprise, délais de paiement réduits, clauses d'exclusivité, marge de facturation inhabituellement élevée. Et toutes portaient la même signature d'approbation finale, celle d'Arnaud Meunier. En poussant plus loin, Camille retrouva un document confidentiel non destiné à la publication externe, un rapport de consultation interne évoquant la nécessité d'optimiser les fournisseurs par une centralisation auprès de partenaires de confiance. Ce rapport était co-rédigé par Arnaud et un certain Damien Meunier. À ce stade, les doutes laissèrent place à la confirmation. Damien, frère cadet d'Arnaud, n'était pas un simple associé de l'ombre. Il était le véritable bénéficiaire des transformations opérées au sein du Bellevue et très probablement d'autres hôtels du groupe. Il dirigeait de manière officieuse plusieurs sociétés satellites, toutes liées entre elles par un montage juridique visant à brouiller les pistes. Les noms changeaient, les adresses variaient, mais les facturations et les destinataires finaux convergeaient toujours vers un même réseau familial. Camille imprima plusieurs de ces documents, les scanna avec son téléphone personnel et les envoya vers une boîte cryptée qu'elle utilisait pour ses communications sensibles. Ce qu'elle tenait entre ses mains allait bien au-delà d'un conflit de gestion. C'était un abus manifeste de position, un détournement de ressources systématique, orchestré depuis l'intérieur, sous le couvert d'une modernisation de façade. Mais ce qui la frappa encore davantage, ce fut de découvrir que le nom Dufour avait été effacé non seulement des communications officielles de l'hôtel, mais aussi de la structure même de l'entreprise. En consultant les documents de constitution du groupe Bellevue, elle constata que le nom d'Étienne Dufour n'apparaissait plus dans l'organigramme historique. La société avait été restructurée peu après sa mort, et les archives mentionnaient un réalignement stratégique qui avait conduit à la suppression de toute mention des fondateurs. C'était comme si l'histoire avait été volontairement effacée,
comme si l'homme à l'origine de tout cela n'avait jamais existé. Camille ferma les yeux quelques secondes. Ce n'était pas la disparition d'un nom qui l'affectait, mais l'intention derrière cet effacement. Ce n'était pas seulement une trahison financière, c'était une trahison morale, une volonté de rompre avec les valeurs fondatrices, de transformer un lieu pensé pour accueillir, pour respecter, pour créer du lien, en une simple machine à profit, déshumanisée, cynique, froide. En sortant du bureau, elle croisa Luc qui semblait préoccupé. Il l'arrêta discrètement. « Vous allez bien ? Je vous ai vu entrer dans le bureau administratif. Ce n'est pas habituel pour une cliente. » Camille soutint son regard un court instant, puis répondit avec calme. « Disons que j'ai quelques compétences administratives, et parfois elles sont utiles. » Luc hésita, puis dans un murmure ajouta « Je crois qu'Arnaud commence à s'interroger à votre sujet. Il a demandé à voir les relevés de réservation des dernières semaines. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais il semble nerveux. » Camille comprit alors que le temps lui était compté. Sa couverture n'était pas encore rompue, mais elle s'effritait. Arnaud, fidèle à son instinct de contrôle, commençait à sentir que quelque chose lui échappait. Et s'il venait à découvrir son identité avant qu'elle ne soit prête, il chercherait à se protéger, à détruire des preuves, à verrouiller les accès restants. Elle remercia Luc d'un simple signe de tête et se dirigea vers sa chambre. Là, elle regroupa tous les documents collectés, les rangea méthodiquement dans un dossier numérique crypté et ajouta un résumé clair de ses conclusions. Elle prit également soin de créer un double physique des pièces les plus sensibles, qu'elle dissimula dans la doublure de sa valise, au cas où ses affaires seraient fouillées. Le soir venu, elle descendit dîner comme à son habitude. Arnaud était là, au bar, entouré de 2 hommes en costume, manifestement des partenaires ou des investisseurs. Il la vit, la salua d'un signe bref mais contrôlé, comme pour montrer qu'il avait encore l'ascendant. Camille, impassible, s'installa à une table isolée, commanda un repas léger et prit un livre qu'elle feignit de lire. En réalité, elle observait. Arnaud parlait plus fort qu'à l'accoutumée. Il utilisait des termes comme croissance rapide, réforme interne, rendement supérieur. Il vantait son modèle de gestion comme s'il s'agissait d'un produit d'appel. Mais derrière ces phrases huilées, Camille entendait autre chose. L'arrogance d'un homme persuadé d'avoir écrasé toute résistance. Elle termina son repas sans se presser. Avant de remonter, elle laissa glisser sous la table un petit carnet contenant quelques notes anodines. Un leurre, un test. Elle savait qu'Arnaud avait ses habitudes de contrôle. Elle voulait voir s'il s'en emparerait, s'il chercherait à comprendre ce qu'elle notait depuis son arrivée. Il mordrait peut-être à l'hameçon, et s'il le faisait, il précipiterait lui-même la chute qu'il croyait impossible. Ce soir-là, Camille se tenait au seuil d'une décision. Elle disposait désormais de toutes les cartes. Il ne lui restait plus qu'à choisir le moment, le lieu et les mots justes pour les abattre. Arnaud, lui, poursuivait sa soirée comme à son habitude, inconscient que le sol sous ses pieds commençait à se fissurer. Après avoir accumulé suffisamment de preuves et vérifié la solidité de chaque lien financier et juridique reliant Arnaud Meunier à l'appareil de corruption mis en place autour du Bellevue, Camille entra dans une phase nouvelle de son plan. L'observation et la collecte discrète laissaient maintenant place à une série d'actions stratégiques. Elle savait que tout mouvement précipité risquait de révéler sa véritable identité et de faire avorter l'ensemble de son projet. Elle devait donc avancer avec précision, se glissant dans les interstices de la routine, là où les regards ne s'attardaient pas. Elle commença par contacter d'anciens employés du Bellevue, des noms qu'elle avait récupérés grâce à Mireille et à quelques recherches croisées entre les anciens organigrammes et les archives numériques de l'hôtel. Ces personnes, souvent en poste depuis des années, avaient été écartées sans bruit sous prétexte de restructuration, d'absence prolongée ou de baisse de performance soudainement invoquée. Beaucoup d'entre eux avaient quitté les lieux dans une forme d'amertume mêlée de résignation, convaincus qu'ils ne pourraient rien contre les décisions froides venues d'en haut. Camille les approcha un par un, avec tact et humilité. Elle ne révéla pas son nom, ni son lien de parenté avec Étienne Dufour. Elle se présenta comme une ancienne collaboratrice de la direction désireuse de comprendre les mutations récentes du groupe, en particulier celle du Bellevue. Sa voix calme et son regard direct suffisaient à établir un lien de confiance. Au fil des échanges, chacun partagea des récits concordants, des pressions sourdes pour accepter des conditions dégradées, des licenciements sans préavis, des mutations forcées. Plusieurs témoignèrent d'un climat de peur instauré peu à peu,
où toute protestation devenait un risque. « Ils nous ont poussés vers la sortie comme si on était devenus inutiles », dit un ancien concierge. J'avais 20 ans d'ancienneté. Un jour, j'ai trouvé une note sur mon bureau disant que mon poste serait évalué. Une semaine plus tard, je recevais ma lettre. Camille notait tout, non pas sur papier, mais mentalement. Ces récits n'étaient pas exploitables juridiquement, mais ils donnèrent de la chair aux chiffres. Ils prouvaient que derrière les colonnes de dépenses et les courbes de rendement, il y avait eu des décisions humaines, brutales, injustifiables autrement que par la cupidité. Parallèlement, elle établit discrètement le contact avec des clients insatisfaits dont les plaintes avaient été ignorées ou traitées avec dédain. Elle parvint à retrouver certains d'entre eux grâce aux commentaires laissés sur les plateformes de réservation, souvent signés d'un nom identifiable. Elle leur écrivit, parfois les appela, et leur demanda de raconter leur expérience plus en détail. Plusieurs acceptèrent volontiers, étonnés qu'une oreille attentive se tende enfin vers eux. « J'avais réservé une suite pour célébrer mes 30 ans de mariage », dit une femme, la voix encore tremblante. Le chauffage ne fonctionnait pas. On m'a dit que ce n'était pas prioritaire. On m'a proposé des couvertures, et pas une seule excuse. Le lendemain, mon mari est tombé malade. Ces récits venaient s'ajouter au tableau que Camille dressait patiemment. Un hôtel qui, derrière son apparence intacte, avait perdu toute capacité d'écoute et toute considération humaine. Un lieu vidé de sa mission première, réduit à une mécanique de profit où seuls comptèrent les chiffres de fin de mois. Dans le même temps, elle intensifia ses échanges avec Mireille, qui devint peu à peu sa principale alliée à l'intérieur. Mireille, avec son expérience et sa mémoire vivante de l'époque du four, représentait un point d'ancrage essentiel. Grâce à elle, Camille put confirmer plusieurs éléments liés aux pratiques douteuses d'Arnaud, notamment les livraisons nocturnes effectuées en dehors des créneaux habituels, les stocks non enregistrés dans les inventaires et l'existence de pièces fermées à clé auxquelles seuls quelques cadres avaient accès. Un soir, Mireille lui remit discrètement un badge d'accès temporaire trouvé dans les affaires d'un ancien employé récemment licencié. Il n'a jamais été désactivé. Ça vous permettra de voir ce que nous, on n'a plus le droit d'approcher, dit-elle simplement. Camille accepta sans poser de questions. Ce badge, combiné à son accès numérique résiduel, lui ouvrit plusieurs portes dans les étages techniques et les salles de stockage du rez-de-chaussée. Elle y découvrit des documents physiques, des doubles de contrats déjà analysés, mais aussi des factures manuscrites, des bons de livraison sans en-tête, des bordereaux non signés. Toutes ces pièces confirmaient que les circuits financiers de l'hôtel avaient été volontairement obscurcis pour empêcher toute vérification externe. Mais ce fut sa rencontre avec Luc, quelques jours plus tard, qui marqua un tournant inattendu. Le jeune réceptionniste, d'un naturel discret mais observateur, avait remarqué l'intérêt soutenu de Camille pour certains aspects du fonctionnement interne. Il ne savait pas qui elle était, mais il sentait que sa présence n'était pas anodine. Un soir, alors qu'elle quittait discrètement le couloir des archives, il l'attendait près de l'ascenseur. « Je peux vous parler 2 minutes ?» dit-il, la voix hésitante. Camille acquiesça et ils s'installèrent dans un coin du salon désert. « Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, mais je vois comment vous regardez les gens, comment vous posez des questions. Je sais que quelque chose ne va pas dans cet hôtel. Moi aussi, je l'ai senti depuis que je suis arrivé. Et je veux aider. » Elle le fixa longuement, cherchant à évaluer la sincérité derrière ses mots. Elle ne vit ni ambition ni curiosité déplacée, mais une forme de loyauté encore intacte, précieuse. Elle décida alors de lui faire confiance, partiellement. Elle ne révéla pas encore son identité, mais lui confia une mission simple, surveiller les mouvements d'Arnaud, noter les rendez-vous inhabituels, les visites discrètes, les horaires d'arrivée et de départ. Luc accepta sans poser de questions, avec une gravité étonnante pour son âge. « Si vous essayez de réparer ce qu'ils ont détruit ici, vous pouvez compter sur moi, » conclut-il. Ainsi, sans lever la voix, sans faire le moindre scandale, Camille bâtissait pierre par pierre l'édifice de la vérité. Elle ne cherchait pas la vengeance, mais la restauration. Non pas le retour à un passé figé, mais la remise en lumière de principes oubliés. Le vent tournait, lentement, mais avec la force tranquille de ceux qui savent exactement où ils vont. Et pour Arnaud Meunier, les premiers signes d'instabilité allèrent bientôt se manifester. Lorsque Camille descendit dans le hall ce matin-là, elle remarqua immédiatement un changement subtil dans l'atmosphère. Les employés semblaient plus tendus que d'habitude. Les sourires étaient mécaniques, les gestes plus secs
et les regards se détournaient lorsqu'elle passait. Le ton général de l'hôtel avait changé, imperceptiblement, mais nettement pour quelqu'un comme elle, habitué à lire entre les lignes du silence. Quelque chose s'était produit pendant la nuit. Ou plutôt, quelqu'un avait compris qu'elle n'était pas simplement une cliente silencieuse et inoffensive. Arnaud, à force d'orgueil et de paranoïa, avait franchi une ligne. Un peu avant midi, alors qu'elle travaillait discrètement dans le salon arrière avec son ordinateur portable, Luc s'approcha à pas rapides, visiblement inquiet. « Camille », murmura-t-il en s'asseyant brièvement près d'elle. « Arnaud a vérifié toutes les réservations de ces dernières semaines. Il a trouvé votre nom. Il l'a répété plusieurs fois dans son bureau. Je crois qu'il commence à comprendre. » Elle le remercia d'un simple regard. Elle savait que cette reconnaissance n'était plus qu'une question d'heures, et elle s'était préparée à ce moment. Peu de temps après, une employée vint la chercher en disant que M. Meunier souhaitait lui parler. Sans montrer la moindre tension, Camille referma son ordinateur, rangea calmement ses affaires et suivit l'employé à travers le couloir jusqu'au bureau directorial, situé au premier étage, près des salles de réunion habituellement réservées aux grandes occasions. Lorsqu'elle entra, Arnaud était debout derrière son bureau, les bras croisés, le regard dur. Il ne lui proposa pas de s'asseoir. Il la toisa quelques secondes avant de parler. « Madame Dufour, ou devrais-je dire, Mademoiselle Dufour, il paraît que vous séjournez ici depuis plusieurs jours. Une cliente discrète, certes, mais qui pose beaucoup de questions, qui fouille là où elle ne devrait pas. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle soutint simplement son regard, sans défi, mais sans soumission. « Je ne vois pas ce qu'il y aurait de mal à s'intéresser à la gestion d'un établissement, » répondit-elle calmement. Arnaud fit le tour de son bureau et s'approcha lentement d'elle, tentant de dominer l'espace par sa seule présence. « Vous avez accédé à des zones réservées, consulté des documents confidentiels, et je suis certain que ce n'est pas une simple curiosité touristique. Je vais être direct. Vous devez quitter cet hôtel immédiatement. Votre séjour est officiellement terminé. » Il tendit la main vers la porte, comme pour lui intimer de partir sur le champ. Camille, sans changer d'expression, s'approcha doucement, sortit de sa poche un petit objet qu'elle laissa tomber négligemment sur le bureau. C'était une carte de visite en papier épais, simple, élégante, où ne figurait qu'un nom, Camille Dufour. Aucun titre, aucun logo. Juste le nom, celui qui avait été effacé des murs du Bellevue, mais que personne n'avait jamais vraiment pu faire disparaître. Arnaud baissa les yeux, lut le nom, fronça les sourcils, puis redressa la tête avec un mélange de suspicion et de moquerie. Joli coup de théâtre, très théâtral. Mais vous pensez vraiment que je vais croire à une coïncidence pareille? Une héritière milliardaire, seule, incognito, dans un hôtel en déclin, jouant les justicières? Camille inclina légèrement la tête, comme pour lui laisser le temps de savourer son incrédulité. Puis, sans répondre, elle quitta la pièce en silence, laissant le directeur seul avec ses doutes. Elle savait qu'il chercherait à vérifier, à comparer, à comprendre si ce nom posé là n'était qu'une coïncidence ou le début de la fin. Dans l'heure qui suivit, les effets de sa carte laissée en évidence commencèrent à se faire sentir. Plusieurs appels furent passés depuis le bureau d'Arnaud. Il parla avec la direction du siège, avec le service juridique, même avec un contact à la chambre de commerce. Mais aucune réponse claire ne vint rassurer ses soupçons, et cela ne fit que renforcer sa nervosité. Pendant ce temps, Camille quittait volontairement l'hôtel. Elle ne voulait pas d'une confrontation directe dans un environnement qu'il contrôlait encore. Elle appela un taxi, donna une adresse d'un petit hôtel voisin beaucoup plus modeste, où elle passa l'après-midi à réorganiser tous ses documents. Elle prépara un dossier complet, structuré, contenant toutes les preuves accumulées, les contrats, les documents financiers, les témoignages anonymes, les anomalies budgétaires. Elle ajouta également une lettre formelle adressée au conseil d'administration du groupe hôtelier, détaillant les manquements graves à l'éthique, les conflits d'intérêts et les fautes professionnelles imputables à Arnaud Meunier. Le soir venu, elle envoya tout par voie électronique en priorité avec accusé de réception. Elle ne signa pas directement, mais utilisa son identifiant d'actionnaire principal, resté actif grâce à une clause de succession jamais désactivée depuis le décès de son grand-père. De retour à l'hôtel Bellevue en fin de journée, elle n'entra pas. Elle resta quelques minutes de l'autre côté de la rue, observant la façade, les lumières, les mouvements du personnel. Elle vit Arnaud passer rapidement derrière les vitres du hall,
téléphone à l'oreille, visage fermé. Elle savait que ses certitudes s'effondraient une à une. Il se croyait à l'abri, convaincu que personne ne viendrait jamais remettre en question son autorité. Il avait sous-estimé non seulement Camille, mais l'esprit même de l'hôtel qu'il dirigeait. Avant de s'éloigner, elle envoya un dernier message à Luc, court, précis. « Dites à Mireille que tout est en marche. Je reviendrai demain, et je ne serai plus seule. » Puis elle coupa son téléphone, marcha dans la nuit froide de Lyon sans se retourner. À chaque pas, elle sentait le poids des injustices sur le point d'être dévoilées. Arnaud Meunier n'avait pas compris le sens de son geste. Il pensait avoir écarté une intruse. Mais il avait en réalité donné à Camille la dernière pièce manquante pour faire tomber son château de cartes. Demain, le Bellevue ne serait plus jamais le même. Le lendemain matin, le ciel de Lyon était bas, couvert de nuages gris qui semblaient peser sur les toits comme une menace silencieuse. Une pluie fine avait commencé à tomber, rendant les rues brillantes, presque métalliques. Camille, depuis sa nouvelle chambre dans un hôtel discret à quelques pâtés de maison du Bellevue, observait la ville en sirotant un café sans sucre. Elle ne ressentait ni anxiété ni triomphe. Ce qui s'annonçait n'était pas une revanche personnelle, mais la conclusion logique d'un processus qu'Arnaud avait déclenché lui-même par sa propre suffisance. Pendant ce temps, au Bellevue, le tumulte interne ne cessait de croître. Arnaud avait passé une grande partie de la nuit à tenter de valider les informations contenues dans le dossier qu'il avait intercepté, ou du moins entrevues à travers les documents égarés volontairement par Camille. Il avait d'abord cru à une imposture, à une mise en scène orchestrée pour le discréditer. Mais au fil de ses recherches, l'évidence s'était imposée. Camille Dufour n'était pas un nom inventé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était bien elle, la petite fille d'Étienne Dufour, celle qui figurait encore dans certains registres comme détentrice majoritaire des parts du groupe, même si elle n'avait jamais exercé publiquement de fonction opérationnelle. Et elle avait été là, sous son toit, traitée comme une nuisance à évacuer. Arnaud se sentait pris au piège, mais son orgueil refusait de céder. Il mobilisa discrètement 2 collaborateurs de confiance pour tenter de supprimer toute trace de la présence de Camille dans les systèmes internes, effacer les enregistrements de réservation, supprimer les accès au réseau, purger les caméras de sécurité. Mais plus il avançait, plus il se rendait compte que ses gestes avaient été anticipés. Les sauvegardes avaient déjà été copiées ailleurs, des copies physiques avaient été laissées volontairement dans les lieux sensibles, et surtout, certains employés ne lui obéissaient plus totalement. Luc, de son côté, avait pris une décision qui, bien qu'hésitante au départ, s'imposa à lui comme une évidence. Après la réception du dernier message de Camille, il avait fouillé sur Internet, recoupé des articles anciens, consulté les archives du journal économique régional. Il avait découvert une photographie prise lors d'une cérémonie de remise de prix au fondateur Étienne Dufour, il y avait plusieurs années. À ses côtés, une adolescente timide apparaissait à demi effacée par l'ombre d'un rideau. Camille, 15 ans à peine, regard fixé sur son grand-père. La ressemblance avec la femme qu'il avait côtoyée ces derniers jours était indiscutable. Ce fut le déclic. Luc n'avait plus de doute. Ce n'était pas une enquête anonyme, menée par une ex-cadre curieuse. C'était le retour d'une héritière légitime, qui n'était pas revenue chercher un trône, mais rétablir une vérité. Il tenta de la joindre aussitôt. Elle répondit rapidement, d'une voix calme mais concentrée. « Arnaud essaie d'effacer votre passage », dit-il sans préambule. « Laissez-le faire », répondit-elle. « Plus il tente de cacher, plus il s'enfonce. Demain, il devra expliquer beaucoup plus que cela. » Luc comprit que tout était prêt. Le ton de Camille ne laissait place à aucune improvisation. Elle ne comptait plus avancer dans l'ombre. Le moment de vérité approchait, et elle allait l'affronter sans masque. Pendant ce temps, Mireille, de son côté, avait commencé à parler. Pas à haute voix, pas à tous, mais à quelques collègues de confiance. Elle leur avait transmis le courrier anonyme que Camille avait rédigé quelques jours plus tôt, détaillant les liens entre Arnaud et les sociétés suspectes, les anomalies comptables, les pressions internes. Elle avait pris soin de ne pas nommer Camille, mais de parler d'une personne qui s'était intéressée au sort de l'hôtel, de ses employés, de son histoire. Les réactions furent diverses. Certains, apeurés, préférèrent détourner le regard. D'autres, au contraire, sentirent une lueur de justice poindre au bout de ces longues années de silence forcé. Quelques anciens employés, toujours en contact avec le personnel actuel,
furent informés à leur tour. Le mouvement discret mais irrésistible se répandait. Le nom Dufour, que l'on n'avait plus prononcé que du bout des lèvres, réapparaissait comme un murmure dans les couloirs. Arnaud, acculé, redoubla de vigilance. Il organisa une réunion en urgence avec son service juridique, demanda à ses contacts extérieurs d'intervenir pour ralentir d'éventuelles investigations. Mais il savait, au fond, que le mur approchait. Ce qui l'inquiétait plus que tout, c'était l'absence de réaction de la direction du groupe. Depuis l'envoi du dossier, aucune réponse, aucun appel, aucun soutien ne lui était parvenu. Ce silence, dans un monde où l'information circulait à grande vitesse, était le signal le plus inquiétant. Le soir même, Camille fit une dernière visite discrète dans les environs du Bellevue. Elle resta dans l'ombre, observant les mouvements des employés, les regards échangés, les murmures étouffés. Elle vit que quelque chose avait changé. Le personnel parlait entre eux d'une manière nouvelle, plus libre, comme si l'étau de la peur s'était desserré. Même les clients semblaient ressentir une tension palpable, sans en comprendre l'origine. Elle ne franchit pas les portes de l'hôtel. Elle n'avait plus besoin d'y entrer. Tout ce qu'elle avait semé s'était enraciné. Et le moment était venu pour la vérité de surgir au grand jour, devant les regards de ceux qui, jusque-là, n'avaient vu que des chiffres et des murs. Le nom Dufour n'était pas qu'un vestige du passé. Il était redevenu une présence, une force, un rappel vivant que les fondations de ce lieu n'étaient pas faites de verre et de béton, mais d'humanité, de respect et de mémoire. Le lendemain, elle ne reviendrait pas seule. Le conseil avait validé sa requête. La réunion extraordinaire était convoquée. Arnaud n'était pas encore informé, mais il allait être invité à s'y présenter. Il croyait encore pouvoir maîtriser la situation. Il ne savait pas que la partie était déjà terminée et que les cartes qu'il pensait avoir en main avaient changé de propriétaire sans qu'il ne s'en aperçoive. À 8 heures précises du matin, un message confidentiel fut envoyé à tous les membres de la direction de l'hôtel Bellevue. Convocation à une réunion extraordinaire, salle du conseil, à 10h30. Aucun motif détaillé n'était indiqué. Le ton était formel, mais le caractère inhabituel de la demande fit immédiatement naître des spéculations parmi les cadres. Arnaud Meunier, qui venait à peine de franchir les portes du bâtiment, prit connaissance de l'ordre de réunion depuis son téléphone professionnel. Il se figea quelques secondes, relut le message, puis monta directement dans son bureau, refermant violemment la porte derrière lui. La veille au soir, il avait encore tenté de joindre plusieurs membres du siège parisien du groupe hôtelier, sans obtenir de réponse claire. La direction semblait s'être recroquevillée dans un silence suspect. Il avait compris, trop tard, que quelque chose d'important se tramait au-dessus de lui, hors de son contrôle. Il passa la matinée à relire les rapports de gestion, les clauses de ses contrats, cherchant à anticiper une éventuelle attaque. Il doutait encore qu'on puisse remettre réellement en cause son autorité, après tout ce qu'il avait mis en place. Il croyait que la mécanique qu'il avait construite autour de lui était suffisamment solide pour le protéger. À 10h25, il descendit lentement vers la salle du conseil, une pièce isolée du reste des locaux, réservée aux grandes décisions. Lorsqu'il entra, il s'arrêta net. Autour de la table ovale, tous les membres du conseil d'administration du groupe hôtelier étaient présents. Ils avaient été convoqués en toute discrétion par Camille elle-même, grâce à son statut toujours actif d'actionnaire majoritaire et grâce à la quantité accablante de documents qu'elle avait transmis 2 jours plus tôt. Mais ce n'est pas la présence des directeurs qui le déstabilisa. C'est la personne assise en bout de table, à la place du président du conseil, Camille Dufour. Elle était là, droite, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, les mains croisées devant elle, le regard parfaitement calme. Sa présence n'était pas théâtrale. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle était simplement à sa place, exactement là où elle devait être. L'héritière, la dépositaire du nom et du legs de son grand-père, enfin dévoilée. Arnaud, figé, tenta un sourire crispé. Mademoiselle Dufour, ou dois-je dire Madame la Présidente. Un des membres du conseil, un homme âgé à la voix posée, prit la parole immédiatement. Monsieur Meunier, prenez place. Cette réunion n'est pas une formalité, et elle ne vous est pas favorable. Arnaud s'assit lentement, tentant de masquer son trouble. Il observait autour de lui les visages des membres du conseil, habitués à le voir d'ordinaire plus détendu, parfois arrogant, jamais en position défensive. Mais aujourd'hui, tout avait basculé. Camille prit la parole sans lever la voix. « J'ai choisi de revenir ici au Bellevue
sans annonce, sans faire valoir mon statut. Je voulais voir de mes propres yeux ce qu'était devenu cet hôtel. Pas ce qu'on dit de lui dans les rapports, mais ce qu'il est réellement devenu pour ceux qui y travaillent, pour ceux qui y séjournent. Elle marqua une pause, puis ajouta « Ce que j'ai découvert dépasse la déception. J'ai constaté des pratiques managériales fondées sur l'humiliation, l'indifférence aux clients, la pression sur les employés, le licenciement des anciens. Et surtout, j'ai identifié un réseau de sociétés satellites, toutes liées à votre frère, Monsieur Meunier, recevant des paiements directs de l'hôtel sans appel d'offres, avec des marges exorbitantes. » Elle déposa sur la table un dossier épais que chaque membre du conseil reçut en copie. À l'intérieur, les preuves. Contrats signés, relevés de paiement, documents de constitution des entreprises, liens de parenté, témoignages écrits de personnel actuel et ancien. Tout était là. Chaque ligne, chaque nom, chaque signature. Arnaud tenta de se redresser, de parler, mais Camille l'interrompit d'un geste simple, sans brutalité, mais avec une autorité irrévocable. Ce n'est pas le moment pour vous de vous défendre. Vous aurez la parole ensuite, s'il reste quelque chose à justifier. Elle poursuivit en se tournant vers les membres du conseil. Le groupe Dufour puis le groupe Bellevue a été fondé sur des valeurs. L'accueil, le respect, la confiance. Mon grand-père ne croyait pas à la rentabilité brute. Il croyait à la pérennité par la qualité humaine. Ce que j'ai vu ici dans cet hôtel est l'antithèse de tout ce que notre famille a bâti, et je ne peux pas laisser cela perdurer. Une des directrices, jusqu'alors silencieuse, prit la parole. Mademoiselle Dufour, les éléments que vous avez fournis sont précis et étayés. Le conseil a pris connaissance du dossier dès sa réception. Nous avons également lancé une enquête interne complémentaire. Ce que vous dites est confirmé. Il y a eu manquement grave, conflit d'intérêts, abus de position. Il n'y a plus de doute possible. Camille se redressa légèrement puis conclut. Je demande la révocation immédiate de M. Arnaud Meunier de ses fonctions de directeur de l'hôtel Bellevue et l'ouverture d'une procédure de contrôle complet de toutes les opérations comptables de ces 3 dernières années. Je propose également la suspension temporaire des contrats liés aux sociétés concernées en attendant les résultats de l'audit. Le conseil se réunit brièvement à huis clos, laissant Arnaud seul dans la salle, le visage fermé, les mains crispées sur ses genoux. 15 minutes plus tard, la porte se rouvrit. La décision fut lue sans détour. Monsieur Meunier, votre contrat est rompu avec effet immédiat. Vous serez entendu par les avocats du groupe dans les prochains jours. Veuillez remettre vos accès et quitter les lieux avant 18 heures. Il ne protesta pas. Il savait que la bataille était perdue. Il se leva, jeta un dernier regard à Camille, sans trouver de mots. Elle ne le salua pas. Elle se contenta de ranger ses documents, puis de se lever à son tour, suivie par les membres du conseil. Dans le couloir, Mireille attendait discrètement, Luc à ses côtés. Lorsqu'ils virent Camille, ils comprirent immédiatement que tout était terminé. Elle leur adressa un regard simple, sans solennité. « Il est temps de reconstruire », leur dit-elle. « Ensemble, pour de bon. » Moins de 24 heures après la réunion du conseil, les couloirs de l'hôtel Bellevue semblaient avoir absorbé l'écho d'un tremblement discret mais profond. L'information de la destitution d'Arnaud Meunier s'était propagée plus vite que prévu, portée par des regards échangés, des bribes de phrases à voix basse, des silences trop pesants pour être ignorés. Aucun communiqué officiel n'avait encore été affiché, mais l'absence soudaine d'Arnaud, son bureau vidé, ses effets personnels emballés à la hâte, suffisaient à rendre l'événement tangible. Dans un établissement où la hiérarchie avait toujours pesé comme une chape de plomb, ce vide laissait un sentiment d'irréalité. Camille, quant à elle, avait choisi de ne pas disparaître derrière les murs du conseil d'administration. Elle savait que pour réparer ce qui avait été détruit, elle devait affronter la réalité de front. Il ne s'agissait pas seulement d'évincer un dirigeant corrompu, mais de rendre des comptes aux employés, de leur montrer que ce retour n'était pas une manœuvre éphémère. Elle convoqua une réunion générale prévue à 17 heures dans la salle polyvalente du rez-de-chaussée, habituellement réservée aux formations internes ou aux réceptions privées. Ce jour-là, l'atmosphère de l'hôtel prit une tournure inhabituelle. Le personnel, d'ordinaire soumis à des horaires rigides, avait été invité à libérer son emploi du temps pour assister à cette réunion. Les employés de la cuisine, du ménage, de la réception, de la maintenance, tous se présentèrent peu à peu. Certains par curiosité, d'autres par méfiance, quelques-uns encore par devoir. Beaucoup n'avaient jamais entendu Camille parler,
À peine l'avaient-ils croisé. D'autres, comme Mireille ou Luc, savaient exactement ce qui allait se jouer et se tenaient en retrait, attentifs. À 17 heures précises, Camille entra dans la salle. Elle ne portait pas de tailleur strict, mais une tenue simple, discrète, dans la continuité de ce qu'elle avait choisi d'être depuis son arrivée. Une présence sans ostentation. Elle prit place derrière un pupitre sobre, ajusta brièvement le micro, puis regarda la centaine de visages qui lui faisaient face. Pas un mot ne fut prononcé. La salle entière attendait. « Bonsoir à tous », dit-elle simplement. « Je sais que vous vous posez des questions, que certains d'entre vous n'ont pas compris ce que je faisais ici, que d'autres, peut-être, m'ont observé avec méfiance ou indifférence. Et vous aviez raison, je ne me suis pas présenté, je n'ai rien expliqué. J'ai choisi de venir ici comme une cliente ordinaire, parce que je voulais voir, réellement, ce qu'était devenu ce lieu. » Elle s'interrompit un instant, observant les réactions. Les visages étaient attentifs, certains tendus, d'autres visiblement émus. Elle poursuivit. « Je m'appelle Camille Dufour. Mon grand-père, Étienne Dufour, est le fondateur de cet hôtel. C'est lui qui, il y a plusieurs décennies, a conçu ce lieu comme un espace d'accueil, d'élégance et de respect. Ce n'était pas seulement un bâtiment, c'était un projet humain. Une promesse faite à chaque client, à chaque employé, que l'on construirait ici quelque chose de digne. » Un murmure parcourut la salle. Beaucoup avaient entendu le nom Dufour, mais le lien personnel venait d'ajouter une dimension nouvelle à leur perception. Camille continua d'une voix toujours posée. « Depuis son décès, j'ai observé à distance ce qu'il adviendrait du Bellevue. J'ai voulu croire que ses valeurs survivraient à travers ceux qui avaient travaillé à ses côtés. Mais ce que j'ai découvert en venant ici anonymement m'a bouleversé. J'ai vu un lieu vidé de son âme, une gestion fondée sur l'arrogance, la peur, le mépris du travail bien fait. » Elle ouvrit un dossier posé à ses côtés, en sortit quelques feuilles qu'elle tendit à une assistante chargée de les distribuer. Ce document contenait une synthèse des pratiques mises en place par Arnaud Meunier. Contrats frauduleux, conflits d'intérêts, suppression de postes injustifiés, détournements financiers. Tout y était, sans exagération, sans vengeance, simplement exposé avec rigueur. Ce que vous tenez entre les mains est le résultat de semaines d'observation, de discussions, d'enquêtes croisées. Je ne suis pas venu punir, je suis venu rétablir ce qui a été détruit. Le conseil d'administration a voté hier la révocation immédiate de M. Meunier. Une enquête a été ouverte et une révision complète des partenariats financiers est en cours. Des murmures d'approbation, d'incrédulité, même de soulagement, commencèrent à se faire entendre. Camille, imperturbable, ajouta « Je sais que cela ne suffit pas. Il ne suffit pas d'écarter une personne pour guérir un climat. Il faut reconstruire, ensemble. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place un comité interne d'éthique et de vigilance composé d'employés actuels et anciens. Ce comité sera indépendant et aura un droit de regard sur toutes les décisions internes. 2 premières personnes m'ont déjà fait l'honneur d'accepter d'y siéger. Mireille et Luc. » La salle applaudit spontanément. Les 2 intéressés, surpris, se regardèrent avec émotion. Luc rougit légèrement, tandis que Mireille hochait la tête en silence, les yeux brillants. Camille conclut plus doucement. « Je ne vous demande pas d'oublier ce que vous avez vécu, mais je vous propose de construire autre chose. Un lieu où le respect n'est pas une option, où chacun peut retrouver sa place. Où le nom Dufour ne sera plus un souvenir accroché à un mur, mais une responsabilité vivante. » Elle descendit du pupitre sans cérémonie, traversa la salle sous un silence dense, puis sortit. À l'extérieur, le vent s'était levé, mais il n'avait plus le goût d'une tempête. C'était le souffle du changement, définitif. Les jours suivants marquèrent le début d'un processus long et minutieux, celui de la reconstruction de l'hôtel Bellevue. Camille Dufour n'agissait pas comme une exécutive parachutée en mission d'assainissement. Elle prenait chaque décision avec le soin de quelqu'un qui connaissait la valeur symbolique et affective de chaque pierre, de chaque couloir, de chaque détail architectural du bâtiment. Pour elle, rétablir l'image de l'hôtel n'était pas un geste de communication, mais une restitution d'identité. La première mesure concrète fut la réintégration progressive de plusieurs anciens employés. Camille avait, depuis son enquête de terrain, une liste de noms injustement écartés. Personnel d'entretien, réceptionnistes, techniciens, tous porteurs de savoir-faire et de mémoire. Les premiers entretiens furent menés dans la grande salle désormais convertie en espace de dialogue.
Camille y recevait les candidats personnellement, écoutait leurs récits, validait leurs compétences, mais surtout mesurait leur motivation à participer à une renaissance collective. Un ancien chef de cuisine, renvoyé 1 an plus tôt pour avoir refusé d'adopter des produits surgelés imposés par une entreprise liée à Arnaud, fut le premier à signer un contrat de retour, un technicien polyvalent, parti après 30 ans de service dans l'anonymat le plus complet, revint inspecter les systèmes de ventilation qu'il connaissait mieux que quiconque. Chaque retour était salué, parfois avec des larmes, souvent avec une pudeur digne. Mireille supervisait ce processus avec une implication personnelle. Elle connaissait presque tous ces visages, et pour chacun, elle avait une anecdote, une date, une marque de reconnaissance. En parallèle, Camille fit appel à une équipe d'experts en audit pour passer en revue l'ensemble des contrats liés à l'hôtel. Les prestataires introduits par Arnaud Meunier et son frère furent examinés un par un. Plusieurs furent immédiatement résiliés, faute de conformité ou de légitimité dans les appels d'offres. Les plus fragiles tentèrent de négocier, d'évoquer des clauses d'engagement, mais Camille resta inflexible. La transparence redevenait une exigence, non une formalité. L'un des gestes symboliques les plus attendus fut la réinstallation du nom Dufour sur la façade de l'hôtel. L'enseigne lumineuse, retirée 3 ans plus tôt, avait été entreposée dans les sous-sols techniques, recouverte de poussière, presque oubliée. Camille ordonna sa restauration, lettre par lettre, sans ajouter de logo moderne ni de slogan. L'ancien lettrage fut nettoyé, redressé et replacé au sommet de l'entrée principale. Un artisan local, ayant travaillé avec Étienne Dufour à l'époque de l'inauguration, fut appelé pour superviser les travaux. Lorsqu'il vit les lettres originales, il posa la main sur le métal et dit simplement « C'est comme si on rentrait chez soi ». L'événement n'était pas public, pas de presse, pas de caméra. Mais les employés, eux, se rassemblèrent en silence lorsque les lettres furent fixées à nouveau. Certains prirent des photos discrètes, d'autres restèrent immobiles, observant l'enseigne retrouver sa place. Camille, présente en retrait, ne prononça aucun discours. Elle savait que ce moment valait plus que toutes les déclarations. La transformation ne fut pas uniquement visuelle. Camille lança une révision complète des protocoles d'accueil et de service. Elle s'entoura d'un petit groupe de collaborateurs pour repenser l'expérience client, non pas en termes de performance mais de qualité humaine. Le mot d'ordre était simple. Chaque client devait se sentir attendu, reconnu, respecté, quelle que soit sa réservation, quelle que soit la durée de son séjour. Luc, désormais membre officiel du comité d'éthique interne, participa activement à ces réflexions. Il proposa la mise en place d'un système d'écoute anonyme pour le personnel afin de prévenir les abus ou les dérives hiérarchiques. Camille approuva immédiatement, insistant pour que ce canal de communication soit géré par une entité indépendante. Mireille, quant à elle, fut chargée d'une mission plus sensible, reprendre contact avec les fournisseurs locaux autrefois écartés. Maraîchers, boulangers, artisans, tous avaient été remplacés par des entreprises industrielles au nom de la rentabilité. Leur retour, même partiel, symbolisait une volonté claire de renouer avec une économie de proximité. Le changement fut perçu rapidement par les clients. En quelques semaines, les avis sur les plateformes de réservation commencèrent à changer de ton. Ce n'était pas la décoration qui séduisait, ni les équipements, mais l'atmosphère. Des commentaires évoquaient un retour à l'hospitalité vraie, un accueil sincère, une équipe enfin motivée. Les habitués, qui avaient déserté l'hôtel sous la direction d'Arnaud, revinrent progressivement. Certains demandèrent à rencontrer Camille. Elle accepta chaque fois que possible, partageant un café, écoutant les souvenirs de ses jours passés, prenant des notes, promettant sans promesse creuse. L'impact économique fut mesuré dès la fin du 2e mois. Hausse des réservations, réduction du taux d'annulation, augmentation de la durée moyenne des séjours. Mais Camille refusait de se laisser guider par ces seuls chiffres. Pour elle, le véritable indicateur résidait dans les regards échangés dans les couloirs, les sourires spontanés, les mots échappés au détour d'un service. Lorsqu'un client quittant l'hôtel après un séjour de 4 nuits la remercia en disant simplement « J'ai retrouvé le Bellevue d'avant », elle sut que la direction était la bonne. Le comité d'éthique, composé de profils variés, se réunit chaque semaine. Ses premières recommandations portèrent sur l'amélioration des conditions de travail du personnel de nettoyage et sur l'instauration d'un processus transparent d'évaluation des performances.
Chaque proposition fut étudiée, débattue, votée. Rien ne fut imposé d'en haut. Camille, bien qu'en position d'autorité, participait aux réunions en tant que membre à égalité. Elle ne voulait pas d'un pouvoir vertical, mais d'un organe vivant, collectif, durable. Au fil des semaines, l'hôtel retrouva un rythme nouveau, plus apaisé, plus sincère. La hiérarchie, tout en restant structurée, ne dominait plus. Les décisions étaient expliquées, justifiées, parfois même co-construites. Les réunions de service, auparavant rares et expéditives, devenaient des espaces d'échange. La parole circulait. Et surtout, l'écoute reprenait sa place. Camille observait tout cela avec une satisfaction contenue. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance. Mais voir renaître pierre après pierre ce que son grand-père avait voulu bâtir suffisait à justifier chaque pas accompli. Le Bellevue n'était plus un simple hôtel. Il redevenait ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un lieu de respect, de mémoire et de vie. Quelques mois avaient passé depuis la destitution d'Arnaud Meunier et la relance du projet de réhabilitation du Bellevue sous l'impulsion de Camille Dufour. Ce qui avait commencé comme une opération de contrôle et de redressement était devenu une transformation en profondeur, non seulement de la structure, mais de la culture de l'établissement. Les résultats positifs s'étaient installés durablement, autant dans la stabilité de l'équipe que dans la perception des clients, mais Camille ne cherchait pas à inscrire cette réussite dans les bilans ou les graphiques de performance. Ce qui comptait à ses yeux ne se mesurait pas en indicateurs, mais dans l'atmosphère palpable à chaque étage, dans les gestes devenus naturels et dans les silences devenus complices. Le matin était calme, baigné d'une lumière dorée par un soleil d'hiver timide. Camille déambulait seule dans les couloirs de l'hôtel. Elle portait une veste en laine et des chaussures simples, presque identiques à celles qu'elle avait portées le jour de son arrivée. Mais aujourd'hui, personne ne la confondait plus avec une cliente de passage. Elle saluait chaque employé par son prénom, s'arrêtait pour demander des nouvelles d'un parent malade, d'un projet personnel, ou simplement pour échanger quelques mots anodins. Sa présence n'était plus étonnante. Elle était devenue familière et respectée sans qu'on ait besoin de l'affirmer. Ce jour-là, elle avait demandé à ce que l'on n'organise aucune réunion, aucun rendez-vous officiel. Elle souhaitait passer un moment seule pour faire quelque chose qui, en apparence, ne relevait ni de la gestion ni de la direction. Elle monta au 2e étage, puis emprunta le couloir étroit qui menait aux chambres situées à l'arrière du bâtiment, celles que l'on attribuait autrefois aux clients considérés comme moins importants selon l'ancienne logique instaurée par Arnaud. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre 111. Cette chambre, petite, mal isolée, donnant sur une ruelle bruyante, avait été sa première expérience du Bellevue sous l'ère Meunier. C'était là qu'elle avait entendu les camions livrés au petit matin, là qu'elle avait passé ses nuits à écouter les bruits de la ville, là qu'elle avait écrit ses premières notes d'observation. Cette pièce représentait tout ce qui avait déclenché son action. Elle ouvrit la porte avec une clé qu'elle avait conservée, sans avoir jamais demandé à ce qu'elle soit modifiée. La chambre était restée quasiment identique. Les murs avaient été repeints, mais les meubles n'avaient pas été changés. Le lit simple, la petite armoire bancale, le bureau étroit près de la fenêtre, tout était là. Camille s'assit sur le bord du lit, regarda autour d'elle et resta silencieuse quelques minutes. Il n'y avait rien à corriger ici. Ce lieu, tel qu'il était, faisait désormais partie de l'histoire de l'hôtel et de la sienne. Elle prit un petit carnet dans son sac, le même qu'elle avait utilisé durant sa première semaine, et y écrivit simplement « C'est ici que j'ai compris ». Puis elle le rangea, se leva et referma la porte derrière elle, sans y apposer de plaque, sans aucune indication. Elle descendit ensuite au rez-de-chaussée. Dans le hall, l'animation habituelle battait son plein. Les clients passaient, les valises roulaient, les employés circulaient entre la réception et le salon. Mais au moment où Camille entra, tous s'arrêtèrent un instant. Pas par obligation, par respect. Elle ne demanda pas le silence. Elle se dirigea calmement vers le mur où, autrefois, avait été accrochée la photo historique de l'inauguration de l'hôtel. Cette photo, retirée par Arnaud, avait été retrouvée, restaurée et replacée à son emplacement d'origine. On y voyait Étienne Dufour au centre, entouré de ses collaborateurs, le sourire franc, la main posée sur l'épaule d'un jeune portier. Camille se plaça devant l'image. Elle y resta un long moment, les mains jointes dans le dos. Puis elle se tourna vers ceux qui étaient présents, clients, employés, directeurs.
Mon grand-père avait pour habitude de dire qu'un hôtel est un lieu de passage qui doit toujours accueillir comme s'il recevait des amis de longue date. Ce n'est pas une stratégie, c'est une conviction. J'aimerais que chacun ici se sente libre de faire de cet endroit un prolongement de cette vision. Elle n'attendit pas de réponse. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements ni d'approbation. Elle fit simplement signe à Mireille et Luc de la suivre. Ensemble, ils prirent place dans le salon principal. Mireille, assise dans un fauteuil d'angle, observait la scène d'un œil attendri. Luc, en face d'elle, feuilletait les nouveaux dossiers du comité. Camille, au centre, regardait les va-et-vient dans le hall. Elle ne parlait pas, elle n'avait rien à ajouter. Tout était dit. Plus tard dans la journée, elle se rendit discrètement à l'entrée principale. Là, au pied de la nouvelle enseigne où le nom Dufour brillait à nouveau, elle rencontra deux anciens clients qu'elle avait croisés brièvement à l'époque d'Arnaud. L'un d'eux, un homme d'âge mûr, l'interpella doucement. « Vous savez, je n'étais pas revenu depuis des années. J'avais presque oublié ce que cela faisait d'être accueilli avec sincérité. C'est revenu maintenant. On le sent. » Camille lui répondit par un simple hochement de tête. Elle ne cherchait pas à être reconnue comme la sauveuse de l'hôtel. Elle voulait simplement qu'on ressente que le lieu avait retrouvé son âme. Ce jour-là, elle s'éloigna à pied, sans voiture, sans escorte. Elle descendit la rue lentement, traversa le quartier des Brotteaux et s'arrêta un instant sur un banc public. Elle leva les yeux vers l'hôtel, visible depuis cette perspective. Le nom Dufour, en lettres sobres, brillait doucement dans la lumière du soir. Elle sourit, mais pas de manière triomphale. C'était un sourire discret, profond, celui de quelqu'un qui sait qu'il a tenu sa promesse, celle faite à une mémoire, à un lieu, à une idée. Elle avait réparé sans bruit, restauré sans violence, reconstruit sans chercher à effacer ce qui avait été. Et maintenant, elle pouvait se retirer, non pour fuir, mais pour laisser vivre ce qu'elle avait ravivé. Le Bellevue était redevenu un foyer, pas seulement pour les voyageurs, pour tous ceux qui un jour y avaient laissé une part d'eux-mêmes.